Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en deux parties. Dans un instant, le journal des territoires que je vais vous présenter, le club de la presse. Et après la météo, l'invité politique de 8 heures de Territoire d'Info, c'est Gérard Longuet, le sénateur LR de la Meuse qui sera sur ce plateau. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. Vous le savez, les maires sont inquiets par la suppression de la taxe d'habitation. C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Finalement, ce sont tous les foyers qui pourraient voir cet impôt local totalement supprimé, à l'exception des propriétaires de résidences secondaires. De quoi susciter l'inquiétude des communes pour qui la taxe d'habitation constitue l'un de leurs principaux leviers. Angélique Boilet pour Via Grand Paris. Elle arrive chaque année à l'automne, mais plus pour longtemps. En tout cas, pour une partie des Français. Le gouvernement veut supprimer la taxe d'habitation d'ici 2021. De quoi réjouir les contribuables, mais inquiéter les élus. À l'exemple de Jean-Louis Marsac, maire de Villers-le-Bel, commune à l'est du Val d'Oise. La taxe d'habitation constitue l'une des ressources des communes. Déjà confrontées à la baisse des dotations de l'État, la promesse du gouvernement de compenser intégralement la suppression de cet impôt local est loin de le rassurer. On a bien vu cet été, lorsque l'État cherche de l'argent, en l'espace d'un mois, ils peuvent nous supprimer des dotations ou des crédits. Nous, on a vécu ça à Villers-le-Bel, là, sur la politique de la ville. Il y a quand même un problème de confiance dans la relation entre la ville et puis l'État. Quand on cherche des sous, encore une fois, l'État sait comment nous faire les poches. D'abord annoncée pour 80% des foyers, la taxe d'habitation devrait à terme être aussi totalement supprimée pour les 20 autres % des ménages les plus aisés. La mesure ne devrait pas s'appliquer en revanche aux résidences secondaires. D'accord pour dire que la taxe d'habitation telle qu'elle est appliquée est injuste, les élus plaident pour un nouvel impôt plus égalitaire. L'impôt ne doit pas être considéré comme quelque chose de punitif. Le mot contribuable veut dire contribution. Je contribue à réaliser des projets, à faire fonctionner des services dans ma commune. Que ce soit 10 euros, 20 euros, mais il ne devrait pas y avoir aucune personne qui soit exonérée totalement de l'impôt. Tout le monde profite des infrastructures dans les collectivités, des infrastructures qu'offrent les services publics, et donc c'est normal que chacun contribue. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables va être échelonnée sur 3 ans et commencera dès cette année avec une baisse d'un tiers. Quant aux 20% restants, le calendrier n'a pas été encore arrêté. Si le gouvernement n'a pas non plus encore annoncé comment il va compenser le coût de cette mesure, évaluée entre 20 et 24 milliards d'euros, il assure qu'il n'y aura ni nouvel impôt, ni hausse de la fiscalité. Et la réforme de l'apprentissage inquiète aussi dans les régions. C'est le cas de la vice-présidente de la région Occitanie en charge de la formation de l'emploi, Emmanuelle Gazelle, qui nous explique pourquoi au micro d'Aurélien Delbouy pour Centre Presse. Donc nous sommes aujourd'hui à Rodez pour les rencontres territoriales avec les acteurs de l'emploi et de la formation. Cette journée, elle est aussi largement consacrée à nos inquiétudes sur la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, mais particulièrement les inquiétudes liées à l'apprentissage. Cette réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, elle risque de déstabiliser l'ensemble de l'offre de formation. En étant basée sur un financement au contrat, évidemment, les petites sections, les sections à faible effectif risquent d'être fragilisées, voire même de fermer demain. Ça concerne environ 60% de nos CFA en Occitanie et sur le territoire aveyronnais, plus de 300 de nos apprentis sur les 1800 apprentis que nous comptons. Si des sections d'apprentissage ferment, c'est des possibilités d'accéder à ce premier niveau de qualification qui est souvent disponible en milieu rural pour les jeunes. Et donc on sait que le diplôme reste un rempart incontournable contre le chômage. Et puis le deuxième aspect qui nous inquiète beaucoup,
beaucoup, c'est celui de l'aménagement du territoire. Les CFA, ça apporte aussi des compétences à nos artisans, à nos commerçants, à nos petites entreprises, à nos agriculteurs. Et demain, si les sections ferment, les jeunes iront peut-être se former dans les métropoles. Et est-ce qu'ensuite ils reviendront? On peut s'interroger là-dessus. Donc tout ceci, évidemment, amène beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Nous, on est toujours dans un positionnement constructif auprès du gouvernement en essayant de porter ces inquiétudes. Il y avait un besoin de réforme, nous sommes favorables à la réforme, mais une réforme qui amène plus de lisibilité à l'apprentissage et puis surtout qui amène plus de valorisation des filières professionnelles et de l'apprentissage au niveau de l'orientation. C'est vraiment sur l'orientation que nous attendions du changement et malheureusement il n'est pas sur ce champ-là. Voilà, et l'on reparle de Notre-Dame-des-Landes. Hier soir, les zadistes ont signé 15 conventions d'occupation précaire pour des projets agricoles. Si la préfète est satisfaite de cette étape de plus vers un retour à l'état de droit, dit-elle, les zadistes attendent désormais davantage. Bertrand Prat pour Télé Nantes. C'est une étape de plus vers le retour à l'état de droit, selon la préfète. Une petite victoire même. Ce lundi soir, Nicole Klein ne cachait pas sa satisfaction. Les porteurs de projets sont venus en personne, j'y tenais, signer les conventions d'occupation précaire. Donc on a signé aujourd'hui les 15 premières qui ne posaient pas de difficultés, même s'il y a encore un travail à faire pour arriver à un véritable projet agricole, à une exploitation agricole. C'est un moment très important parce que je pense qu'il y a quelques mois, personne n'aurait envisagé que des habitants de ce qu'on appelle la ZAD viendraient en préfecture signer et établir de cette manière-là la permanence de leur projet, la continuité de leur projet. Élevage, maraîchage, production de tisane ou de bière, les projets sont variés. Une quarantaine de zadistes, parfois venus en famille, avaient donc fait le déplacement. Mais les porte-paroles regrettent que les conventions ne portent que sur 6 mois. Cette précarité, en fait, il faut qu'on aille bien au-delà et qu'on trouve des solutions ensemble pour pouvoir avoir une gestion commune et stable dans le temps de ce bocage, de ces habitats. Donc tous ces dossiers-là, ils doivent être étudiés. Et puis on a été laissé de côté également, et prioritaire pour nous, les enjeux naturalistes écologiques et aussi la question des bois, des forêts de la ZAD. Donc en fait, pour nous, c'est qu'un premier pas sur un long chemin. Prochaine étape, la réouverture des routes. 15 jours de travaux sont nécessaires pour un coût de 100 000 €. À l'issue, les projets sociaux ou d'habitat pourront être étudiés. Avant un prochain comité de pilotage en octobre, 6 nouveaux projets agricoles y seront présentés. Ils ne sont que 18 sites à avoir été retenus pour bénéficier du loto du patrimoine, jugé prioritaire car en péril. C'est le cas de la Villa Viardot à Bougival dans les Yvelines. Rendez-vous incontournable des intellectuels du 19e siècle. L'ancienne demeure de la cantatrice Pauline Viardot a depuis été laissée à l'abandon. Reportage de Fabien Recker pour Public Sénat. C'est un écrin de verdure niché sur les bords de la Seine. La Villa Viardot, construite en 1838, est en état de délabrement avancé. Malheureusement, cette divine terrasse qui donne sur ce paysage absolument somptueux, elle est aujourd'hui dans un état catastrophique puisqu'on a dû mettre des piliers en bois pour soutenir la frise. Les façades, elles sont toutes fissurées. Dans les corniches, il y avait donc des vases qui ont disparu. Le baryton Georges Chaminet est un amoureux de la Villa Viardot, du nom de la chanteuse lyrique Pauline Viardot, qui vécut ici avec son ami et amant, l'écrivain russe Ivan Tourgueniev. Son projet, installer ici un centre européen de la musique. Il y a 18 ans, quand je suis arrivé dans cette maison pour la première fois, je me suis dit c'est pas possible. On ne peut pas laisser cette maison dans cet état. Et donc j'ai investi cette maison avec l'âme qui est la sienne, ça veut dire la musique. Mais la villa est menacée, 3 millions d'euros sont nécessaires pour la remettre en état. Pour la mairie de Bougival, le financement du loto du patrimoine arrive à point nommé. C'est une manne providentielle au sens où ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout des travaux. Nous avions trouvé une solution pour pouvoir faire les travaux à minima, mais bien sûr quand on quand on regarde ce lieu, on se rend compte à quel point ce serait dommage de ne faire que des travaux qui vont permettre de la sauver, mais pas nécessairement de pouvoir l'utiliser. La ville de Bougival espère obtenir un financement d'au moins 1,7 million d'euros afin de lancer les premiers appels d'offres courant 2019. Le reste proviendra en partie de financements privés. Voilà, on part en Gironde
où Ludovic Martinez, le directeur de cabinet d'Alain Juppé, a publié début mars un roman policier écrit avec Michel Gardère. Le tueur des Chartrons, c'est son titre, nous emmène dans une enquête policière au cœur du quartier phare de Bordeaux, dont les personnages ne sont jamais très loin du parcours professionnel de l'ancien journaliste, aujourd'hui bras droit d'Alain Juppé à la mairie. Reportage de Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Derrière son quotidien et son bureau de la mairie de Bordeaux, Ludovic Martinez, le DIRCAB comme on dit, se transforme à ses heures perdues en plumitif. Cet ancien journaliste et son ami Michel Gardère se sont laissés aller au roman policier, une enquête mêlée à la découverte de l'histoire du quartier des Chartrons. Ça a trait à l'histoire même du quartier, à son histoire séculaire. Et quand vous parlez de Bordeaux, vous parlez de certains quartiers, mais celui qui est le plus cité, c'est le quartier des Chartrons. C'est une mine où il se passe des choses, où les gens vivent. Non, vraiment, c'est un village. Et nous, on aime bien, parce que nous, on est Lot-et-Garonnais, pour moi, d'adoption, pour lui, d'origine. Et donc, on aime bien la vie de village. Et ça nous paraît complètement important. Et c'est une façon, pour moi, de rendre hommage à la ville qui m'a adopté il y a 10 ans, et que j'ai adopté aussi. Moi, j'avais fait mes études il y a très longtemps, en 1974 ici, puis j'étais parti. Et là, vraiment, c'est une ville que j'aime particulièrement, et c'est une forme modeste d'hommage. Les personnages ne sont jamais bien loin du vécu des deux auteurs, dont l'ouvrage remet au goût du jour aussi le bordeluche à travers les nombreuses expressions locales reprises dans le texte. Moi, c'est un milieu que j'ai connu. J'ai couvert quelques affaires, quelques faits divers, quand j'étais journaliste. Et donc là, ça m'a rappelé tout ça. Et si j'avais continué dans la carrière, j'aurais bien aimé être comme lui, c'est-à-dire un peu décontracté, un peu insouciant, un peu insolent, un peu impertinent, et puis épicurien surtout, profitant de la vie, quoi. Et on a sorti le vocabulaire local, quelquefois un peu trop. Je me suis aperçu après à la relecture que quelquefois on abusait pas mal de tout ça. Et non, parce que c'est aussi un hommage à tous ces gens qui veulent faire vivre le bordeluche. Il y a plein d'expressions qui sont très imagées, c'est notre patrimoine. Les deux compères ne comptent pas s'arrêter là, puisqu'un deuxième polar dans la même veine est en préparation, mais cette fois-ci, l'enquête s'éloignera très probablement de Bordeaux et de la Garonne, vers des eaux plus bleues, mais toujours en Gironde. Voilà, le journal des territoires préparé par Soumaya Benassia continue. Dans un instant, on va examiner ensemble les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Et pour le plus grand quotidien français Ouest France, la une est sur la télé publique. Elle mise sur le régional, titre le Ouest France ce matin. Ici, à Territoire d'Info, nous n'avons pas attendu pour le faire. Pour le Télégramme, c'est Morlaix, les pieds dans la boue. Vous le savez, au lendemain des pluies d'orages diluviennes qui se sont abattues sur le pays de Morlaix. L'heure était hier aux opérations de nettoyage. C'est la une du Télégramme. Pour la Dépêche, pourquoi la météo perd la boule? Trompe d'eau, grêle, orage, foudre. Le mois de mai a été celui de tous les records. Une météo catastrophe qui devrait perdurer jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche. C'est la Dépêche du Midi qui titre également comment Matignon va se délocaliser à Toulouse. Édouard Philippe sera à partir de mercredi là-bas. Le Premier ministre doit signer le contrat que va passer Toulouse Métropole avec l'État sur l'encadrement de ses dépenses. Nous sommes nous-mêmes en Occitanie la semaine prochaine pour le congrès de la mutualité en direct de Montpellier. À Territoire d'Info. Pour le Maine Libre, le président raconte Jean-Claude Boulard dans un entretien exclusif à ce journal. Emmanuel Macron, présent hier aux obsèques du maire du Mans, évoque l'amitié qui le liait à Jean-Claude Boulard. Pour la Provence, Euroméditerranée, c'est géant. Le projet lancé en 1995 a déjà changé la ville du Vieux-Port à Aranc. Des milliers de logements et de bureaux sortent de terre, même si les commerces manquent encore à l'appel. Et ça va continuer encore pendant 20 ans. C'est dans la Provence aujourd'hui. Pour Sud-Ouest, dirigé par Jean-Pierre Dorian, le vélo à la conquête des villes. Après l'avoir délaissé, les Français redécouvrent la bicyclette. Plus de 500 000 d'entre eux se rendent au travail à vélo, mais les infrastructures ont pris du retard. C'est à la une de Sud-Ouest aujourd'hui. Pour les Républicains, 1998-2018, Clairefontaine s'en souvient encore. C'est évidemment une célébration du football. À la une de l'Écho-Républicain, un des journaux du groupe Centre-France, dirigé par Olivier Bonichon. Voilà, Club de la presse ce matin. Avec Jean-François Beige, bonjour, du Courrier du Parlement, vous dirigez cette revue parlementaire. Merci Jean-François d'être présent sur ce plateau. On va parler avec vous évidemment de la SNCF dans un instant. Et puis bonjour Gaëtane Bossard. Bonjour Cyril. Vous dirigez les pages 92 du Parisien, qui est aussi
un journal de la presse quotidienne régionale. On va le voir avec un titre national du Parisien qui a été élaboré par les éditions départementales. C'est assez rare, on va en parler avec vous. Jean-François Beige, nous allons parler de la SNCF. Donc aujourd'hui, le vote dit solennel du texte de loi au Sénat. Hier, sur le plateau de cette émission, Territoire d'Info, Christophe Castaner, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, a exprimé la volonté du gouvernement de mener à bien sa réforme tout en mettant un terme le plus tôt possible au mouvement de grève. On va faire un peu les usagers avec vous ce matin. Alors, les grèves, ça va s'arrêter ? Alors, vous avez vu qu'il y a une enquête qui dit que les usagers, enfin, c'est un terme affreux, il vaut mieux dire les clients, s'attendent à ce que la grève continue en juillet. Donc, c'est dire qu'il y a une sorte d'installation de résignation. On se dit, après tout, ça va peut-être jamais s'arrêter. Rassurez-nous un peu. Ça veut dire quand même. Non, mais ça veut dire que cette grève, elle est devenue, fait partie du paysage, y compris avec les colères et les grèves et les agacements en tout genre et les drames aussi, parce que les gens qui peuvent pas passer un examen ou qui sont en retard à un entretien d'embauche, ce sont de vrais problèmes qu'il faut prendre au sérieux. Et donc c'est une sorte de grève qui s'est installée dans le décor. On n'a jamais vu ça en réalité sur des grèves de transport. Dites perlées d'ailleurs. Voilà, il faut rappeler. Alors on a vu des grèves perlées, mais c'est une sorte de grève à peu près complètement intégrée à la vie d'un pays. C'est intégré avec agacement, hein, on s'en réjouit pas. Mais c'est assez bizarre, on est très loin de 1995 et on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un bras de fer entre... il y en a un, c'est indéniable, il y a un rapport de force très dur entre le gouvernement et les syndicats, mais ça se joue assez subtilement. Et puis, je pense qu'il y a eu des concessions, notamment les parlementaires dans cette affaire, et les sénateurs ici, ont vraiment renforcé le côté social. Et je crois que il y a en tout cas les moyens de sortir de ce conflit sans que personne ne perde la face, ce qui est très important. La réforme du train, vous écrivez dans le courrier du Parlement, aura pris au fil des jours une dimension de plus en plus symbolique en fait. Oui, parce qu'on l'a déjà dit, hein, enfin, au point où on en est de la grève, plus personne ne dit rien d'original. Mais c'est vrai que la SNCF, c'est un symbole de la gestion à la française, avec ce qu'elle peut avoir de bien. Il y a des ingénieurs absolument formidables que le monde entier nous envie, qui ont fabriqué des TGV, etc. Mais il y a aussi une dette abyssale, il y a une certaine négligence commerciale. C'est pas parce qu'on fait maintenant de l'optimisation sur les billets et tout qu'on se préoccupe beaucoup du client. Et puis il y a cet éternel problème qui est un problème d'aménagement du territoire. Alors ça m'a frappé dans cet article. Vous dites la SNCF a dû gérer aussi pendant et après les 30 Glorieuses les absurdités de l'aménagement du territoire et la croissance terrifiante de l'hydre parisienne. Ben oui, non, mais regardez, alors ça, c'est pas de la faute des cheminots, mais vraiment pas. C'est un truc qu'on leur a imposé. On leur a dit la France est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, ça. On leur dit la France est organisée comme ça, nous, avec un Paris qui est hydrocéphale, et puis vous devez faire en sorte que tous les trains convergent sur Paris et que quelqu'un qui habite à 80 km, il soit à l'heure au boulot dans le centre de Paris tous les jours. C'est quand même une responsabilité énorme qui pèse sur une entreprise, puisque maintenant on en est à discuter de savoir comment une entreprise moderne peut organiser. Il faut voir que l'aménagement du territoire a été catastrophique ces dernières années et ça crée une obligation pour SNCF qui a dû faire ça, et pendant qu'elle a fait ça, par rapport aux autres pays, elle n'a pas développé le fret ferroviaire, elle n'a pas développé le transport par marchandises, elle n'a pas développé les tunnels, et on a vraiment un très gros retard en France. Ça, c'est un des aspects de la loi SNCF sur le fret ferroviaire. On fait des grands discours sur l'écologie, etc. Mais la première des mesures écologiques en matière de transport, c'est c'est de diminuer le nombre de camions sur les routes. On va parler un peu de débrouille avec Gaëtan Bossard, parce que dans les pages du Parisien, les pages locales, les pages départementales, il y a souvent des petits conseils. Voilà, en cas de grève, comment se débrouiller. Ça a développé cet esprit
un peu de débrouillard d'usagers ou de clients de la SNCF qui évidemment ne peuvent pas prendre le train. Et ça, vous en parlez souvent. Par la force des choses, oui, ça a développé ça. Chacun met en place des combines plus ou moins efficaces pour essayer d'arriver à l'heure au boulot, parce que voilà, tout le monde ne peut pas poser autant de jours qu'il y a 2 jours de grève pour rester chez soi. Donc ça va du covoiturage qui est peut-être pas assez développé, mais on essaye. Ça va, il y a des tas d'alternatives, on va dire. Vous avez observé, alors le Parisien fait beaucoup d'enquêtes là-dessus, enfin, les employeurs, ils ont été plutôt cool avec leurs employés dans cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Plutôt cool, oui. Enfin, il n'y a pas eu de drame. Voilà, après, peut-être il y en a eu localement dont on n'a pas eu connaissance, hein, mais oui, enfin, quand on annonce une grève pendant 3 mois, à raison de 2 jours tous les 3 jours, bon, tout le monde prend ses dispositions. Les employeurs aussi savent que de toute façon, tout le monde ne pourra pas être à l'heure et qu'il y aura des galères, et tout le monde est un peu compréhensif, heureusement. Jean-François Beige, on peut parler d'une victoire du gouvernement où il faut faire chute, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Je crois que ce serait dangereux de parler d'une victoire d'un camp sur l'autre, parce que c'est... vous savez, les victoires, hein, le traité de Versailles, c'est une catastrophe. Hein. Il y a un vainqueur qui impose sa loi, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un accord. Et on constate quand même que surtout dans le texte de loi, il faut y revenir parce que c'est un projet gouvernemental bien amendé par l'Assemblée puis par le Sénat. On s'aperçoit que ça concilie assez bien la modernisation. Il faut voir que le gouvernement veut aussi un affichage. Il veut pouvoir dire qu'il l'a réformé. Et il veut pouvoir le dire, je dirais pas au monde entier, mais au moins à l'Europe, en disant, vous voyez, nous, on avait des vieux statuts, des choses comme ça. La France est secouée, la France de Macron. Et donc, ça, c'est ça la victoire du gouvernement, c'est de pouvoir dire qu'il a fait quelque chose. Après, je pense que les syndicats ont assez bien négocié, peut-être pas assez en front uni, mais ça c'est fréquent. Ils ont assez bien négocié le volet social avec des retours possibles à l'ancien système, etc. Et la garantie que la SNCF restera une entreprise publique. Oui, voilà, c'est très important, et la reprise de la dette. Merci à Jean-François Beige de ces explications, de ces éclairages. La réforme du train, votre article du Courrier du Parlement aujourd'hui. Alors, assez rare pour que l'on en parle. La une du Parisien ce matin en national a été consacrée et élaborée par les éditions départementales. Il s'agit, Gaëtane Bossart, de quelque chose qui ne serait jamais arrivé il y a 5 ans. Une application qui cartonne, mais qui évidemment cause aussi de sacrés problèmes. L'application Waze. Moi, je l'utilise. Elle cartonne tellement que certaines villes de banlieue ont maintenant des soucis de trafic parce que l'application, évidemment, dévie les automobilistes chez eux pour éviter les gros bouchons à Paris. Expliquez-nous ça. Ça marche tellement bien qu'évidemment, il y a beaucoup d'heureux. Ils sont quand même nombreux, hein, les automobilistes en galère dans les bouchons à être ravis que Waze leur dise passez par là, ça vous prendra un quart d'heure en moins. Mais évidemment, il y en a qui sont un petit peu moins ravis parce qu'ils se retrouvent avec des bouchons dans des petites villes qui étaient particulièrement tranquilles. Il y a si peu de temps, on est allé en reportage à Lieusaint, qui est une ville de Seine-et-Marne, limitrophe Essonne, vers Évry, 13 000 habitants. Il y a 10 ans, c'était très tranquille. Calme. Et puis, les habitants qu'on a rencontrés expliquent que, ouvrez les guillemets, on est devant des vrais bouchons parisiens. Maintenant, devant nos fenêtres, on a des vrais bouchons parisiens le matin, le soir, parce qu'il y a la Francilienne qui passe à proximité, qui est souvent encombrée, évidemment. Et donc, Waze propose de sortir, de passer par Lieusaint et de reprendre la Francilienne plus loin. Les gens sont ravis. Alors, le maire, la ville n'est pas restée les bras ballants. Il y a eu des rues qui ont été passées à sens unique pour compliquer les choses aux automobilistes. Il y a des feux rouges qui ont été installés également. Donc, il y a des bouchons dans les 2 cas, sur la Francilienne et sur cette route, au fond. Ça aboutit à ça ? L'idée, c'est de ralentir de façon artificielle le trafic dans cette ville pour que Waze, qui se base sur le trafic en temps réel, ne propose plus cet itinéraire aux gens coincés sur la Francilienne. On en est là. Hein. On va expliquer aux téléspectateurs. Donc Waze, alors, sur son portable, par exemple, hein, sur son smartphone, on tape, on rentre l'application et après, on vous guide, y compris avec la voix d'ailleurs. Donc vous pouvez le poser et à droite, prenez à gauche. En fait, on est guidé. Alors, évidemment, ça repose sur une indication satellitaire. Oui, c'est un GPS, en fait. Mais sa force, c'est qu'il est communautaire. C'est qu'il se base sur les déplacements. Oui, tout le monde contribue. Voilà, en temps réel. Il se base sur la vitesse que vous
vous avez quand vous circulez. Il se base aussi sur les indications que vous lui envoyez, quelque chose sur le bas-côté, une route barrée, un embouteillage, etc. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait son succès. Évidemment, il y a quand même 10 millions d'utilisateurs en France aujourd'hui de Waze. C'est une des applis les plus téléchargées en France. Gratuite ? Gratuite. Comment ils gagnent de l'argent ? Il y a de la publicité. Quand vous vous arrêtez, avez-vous remarqué ? Il y a un petit écran qui s'affiche et dès que vous redémarrez, il disparaît parce que bon, on est au volant quand même. Vous l'utiliseriez, Jean-François Beige ? Ce sont les applications nouvelles c'est vraiment typique de la transformation de la société, de la transition numérique. C'est-à-dire on est en train de modifier énormément de choses et de comportements. Et je pense que c'est quand même très positif et que notamment dans les centres ruraux un peu délaissés, ça peut amener de l'activité. On peut peut-être voir renaître des restaurants ou des cafés ou des boulangeries. Oui, sur les itinéraires bis, justement, oui, on peut aussi il peut y avoir en profiter. Vous voulez dire une appli anti-désertification ? Oui, très positif. Voilà. Alors il y a des partenariats, par exemple Versailles et la communauté de Versailles et des villes autour, je crois qu'il y a 19 villes, se sont rapprochés de Waze pour éviter justement, parce que certains itinéraires de délestage, on va dire, passent dans des villes qui ne sont pas faites pour, donc clairement ça bouchonne. Donc ils se sont rapprochés pour partager leurs données, faire en sorte que l'application ne dirige pas les gens vers des endroits clairement qui ne sont pas adaptés. Donc on n'a pas encore de retour parce que c'est tout frais, mais voilà, il y a un rapprochement des deux côtés pour que ça se fasse de façon intelligente. Merci Gaëtane Bossard, vous dirigez donc les pages 92 du Parisien, un journal de presse quotidienne régionale bien sûr, et cette une nationale a été élaborée avec les éditions départementales, les effets pervers de cette appli anti-bouchon Waze. Voilà, merci beaucoup Gaëtane Bossard. Merci beaucoup Jean-François Beige. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui avec ces orages, vous le savez, et aussi dans les départements français de l'outre-mer. A tout de suite avec notre invité politique de 8h, Gérard Longuet sera sur ce plateau. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.